Bonsoir à toutes et à tous, c'était MK Foot. Et non, vous ne rêvez pas, le PSG a perdu la Hollywood Cup contre le Chelsea. Dinguerie, c'est une folie. On vient de perdre. Passons directement au générique pour parler vraiment de cette dinguerie cinématographique, les gars. C'est parti. Non, les gars, plus sérieusement, salut, c'était MK Foot. Et on va parler du match qui vient d'avoir lieu, la finale de Coupe du Monde des clubs entre Chelsea et le PSG. Évidemment, je rigole quand je dis Hollywood Cup, tout ça. Mais on va revenir sur ce match. Vraiment, là, je le dis, ce sera à chaud. Je dis pas que, comme je l'ai dit, moi, de toute façon, je pense, si vous regardez certains de mes débriefs, je suis pas un foufou qui va crier dans tous les sens, je fais le zozo, tout ça. Je vais me mettre à hurler si notre équipe, elle gagne ou elle perd, dans tous les cas. À certains moments, ok, je vais appuyer sur certaines choses, mais je vais pas me mettre à, voilà, être dans une euphorie totale. Non. On va parler du match à chaud, mais à ma façon, à chaud, forcément. Comme je vous l'ai dit, il y aura quand même un minimum de, on va essayer d'être rationnel, on va essayer de, voilà, essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais voilà, j'ai pas envie de parler forcément 100% tactique cette fois-ci. On va un peu parler de tout ce qui s'est gravité autour, tout ce qui s'est passé pendant le match, de façon générale, ce qu'on a fait pour en arriver là, ce qui est à prévoir pour la suite, mais on va surtout parler. Voilà, là, c'est une vidéo parlotte, 100%. Si vous voulez juste entendre un mec qui discute, qui raconte, pas sa vie, mais qui raconte son point de vue, ce qu'il en pense du match, bah, littéralement un débrief, mais sans un peu moins le côté analyse du match, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de trame là, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage, rien. Juste, je parle comme ça. Et je pense que ça sera assez rapide, honnêtement, parce que il y a des choses à dire, mais pas non plus tant de choses que ça à dire, à retenir de ce match. Donc, je l'ai pas dit évidemment, mais défaite 3-0 du PSG dès la première mi-temps. Les rôles s'inversent. D'habitude, c'est le PSG qui met 3-0, 4-0, 2-0 à une mi-temps et qui ensuite, voilà, qui ferme boutique et qui arrête totalement de jouer. Là, ça n'a pas vraiment été le cas non plus du côté de Chelsea. Et comme je vous l'ai dit, au final, je suis quand même content pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui viennent de TikTok ou autre, et qui ont fait que de me dire, mais non, Chelsea, tu vas voir, ils vont mettre une raclée. Au final, là-dessus, quand même, je reste très content parce que Chelsea ont proposé un minimum de jeu. Évidemment que quand même, je reste pas satisfait à 100%. Je mettrai pas 10 sur 10 sur le match de Chelsea ou le match de façon générale en tant que spectacle, en tant que finale. Mais bon, les finales, c'est jamais spectaculaire. Les finales, tu les regardes pas pour ce côté-là. Les finales, tu les regardes parce qu'il y a un trophée à la clé. Et surtout, si ton équipe, elle joue, t'es là pour ça à la fin. T'es pas là pour te dire, ah, mais j'espère qu'en fait, ils vont jouer comme Inter, Barça, ce genre de match. Non. Ça peut arriver dans les tours d'avant. Quand c'est la fin, quand tu sais qu'en plus, bon, là, c'est particulier parce que c'est la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas de match retour, mais quand tu sais que ça se joue en un seul match comme ça, et directement derrière, au bout de ces 90 minutes, si ça va pas en prolongue ou autre, à la fin de ce match même, directement, tu remportes le trophée. Et moi, honnêtement, dès que le match s'est terminé, dès que l'arbitre il a sifflé la fin du match, j'ai réagi quand même sur TikTok et tout, sur comme quoi Luis Enrique, il a giflé Joao Pedro, mais honnêtement, je suis pas parti voir la vidéo directement, je suis pas allé vérifier, voilà, voir le truc, tout ça, puisque ça m'intéressait pas. Moi, je suis venu, je regarde le match. Après la fin du match, il est fini, ça y est, on n'est plus dans le sportif, on est en train de parler de autre chose et ça m'intéressait pas forcément de regarder et être là comme si c'était une télé-réalité, regarder les joueurs en train de se battre alors qu'on est mi-juillet, c'est aux États-Unis la Coupe du Monde. Entre guillemets, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Si c'était là, je sais pas, c'est les quarts de finale de Ligue des Champions, tout ça, c'est un match vraiment où, vas-y, mon équipe, elle a quelque chose à jouer, c'est le match aller ou retour. Peu importe qu'on ait gagné ou qu'on soit qualifié ou non derrière. Ce match-là, ok, ça m'aurait fait quelque chose, je pense, ça m'aurait fait mal au cœur de perdre, en tout cas beaucoup plus que maintenant. Mais là, en soi, comme je l'ai dit, ça m'intéresse pas forcément. Mais non plus, faut pas être de mauvaise foi, faut pas faire le rabat-joie, tout ça. Évidemment qu'au début, quand on était dans cette compétition, quand on l'a entamé contre l'Atlético Madrid, dès le premier match, à la fin, je parle pas que de moi, mais de l'opinion générale des Parisiens, des supporters en tout cas de ce match. Évidemment qu'on s'est tous dit, bon les gars, ça y est, on a joué la finale contre l'Inter, on a gagné la Ligue des Champions, l'étoile, tout ça, on est très content. Entre-temps, il y a eu la Ligue des Nations, tout ça, voilà. Au final, on a réussi. Lamine Yamal, il a gagné son match, mais il n'est pas allé en finale. On parlait pour le Ballon d'Or, tout ça. Dembélé et Barcola, ils sont blessés, ils reviennent, tout ça. Je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça de façon générale. Et ensuite, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, voilà. Dembélé, il a été incertain. Il y a eu ce truc un peu de suspense de ah, derrière, on se venge contre l'Atlético, c'est bien. Ah, derrière, on va jouer l'Inter Miami de Messi. Ah, Messi, on se venge de lui. Le Bayern Munich, on a perdu contre eux en début d'année en phase de groupe de Ligue des Champions. Là, on les réaffronte. Enfin, pas phase de groupe, mais vous avez compris, le gros classement. Je sais même plus comment on appelle ça. On a perdu contre eux. Là, on les réaffronte. On les bat. On gagne. On joue ensuite contre tel ou tel. Je sais même plus, on a joué contre qui d'autre. Seattle et si je dis pas de bêtises. Ouais, le dernier match, c'était contre le Bayern. Voilà. Donc, on s'est quand même vengé de l'Atlético. On s'est vengé du Bayern. On s'est vengé de l'Inter Miami.
Et là, contre Chelsea, certains quand même voulaient refaire l'histoire en disant oui, on doit jouer Chelsea, le Chelsea où à l'époque Pastore il leur a mis des buts, le Chelsea où justement Thiago Silva il leur a mis des buts, où justement après derrière il vient, c'est notre bourreau Dembaba, contre lui à cause de lui justement on se qualifie pas pour la suite de la Ligue des Champions. Bref. Moi, honnêtement, j'étais un peu jeune pour ces matchs de Chelsea, donc je vais pas faire le mec de oui, pour moi, en vrai, c'était important, tout ça. Non. Et on va dire, j'ai pas été inculqué dans ça non plus, dans le truc du PSG. Quand je regarde de façon générale sur les réseaux du PSG, ce que les fans en disent, c'est pas non plus comme si notre rival historique en Ligue des Champions, tout ça, en Europe de façon générale, c'était Chelsea. Non. Pourquoi pas, on peut avoir ça un peu avec le Real, avec City, surtout avec le Barça, un peu avec le Bayern, tout ça. Sur ces équipes-là, je suis d'accord. C'est des équipes qui gravitent un peu autour de nous. On s'affronte assez souvent sur ces dernières années. Mais les autres, Chelsea, pour moi, c'est pas une équipe où je me dis, ok, c'est nos adversaires. À partir de maintenant, à partir de ce match, pourquoi pas là, comme je l'ai dit, le prochain, si on se réaffronte plus tard, pourquoi pas. Mais là, en tant que tel, Chelsea, pour moi, c'est pas nos adversaires. Les seuls avec qui on peut être en embrouille, c'est bon, Enzo Fernandez, parce que voilà, on a un club français, c'est un Argentin, c'est comme Dibu Martinez avec Aston Villa. Quand il est venu, il a joué contre Lille. Quand il est venu, il a joué contre le PSG. Eux, c'est des histoires un peu à part. Je les considère en dehors de juste des joueurs qui sont dans tel ou tel club. C'est des joueurs à part parce qu'ils sont en Argentine et tout. Ça, c'est une autre histoire. C'est tout un autre storytelling, toute une autre histoire, un autre contexte. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre à part. Mais là, sinon, sur ce match-là, comme je l'ai dit, sur mes TikTok, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont énervé dans leur comportement. Et là, carrément, je me pose une question un peu limite sociologique sur le comportement des joueurs, tout ça de façon générale. Des mecs comme Palmer, ils s'énervent beaucoup. On l'a vu lors de la demi-finale quand Nicolas Jackson, il rate un tir. Je l'avais dit dans l'avant-match, Nicolas Jackson qui rate un tir, qui préfère tirer et au final il la met pas au fond que faire la passe à Cole Palmer et essayer de potentiellement avoir une action, mettre un but, tout ça. Palmer, il s'énerve, il frappe contre le poteau du gardien de but. Il s'énerve comme ça. Et c'est pas la première fois que je vois un joueur justement s'énerver beaucoup, un joueur anglais, je précise, parce que je me dis, ok, il y a lui, il y a Liam Delap, comme je l'ai dit dans mon TikTok, mais avec Nuno Mendes où il s'énerve sur un corner, il se pousse. Vous allez me dire, c'est normal, d'accord, mais comme je connais pas assez le joueur, j'ai pas envie de non plus trop revenir là-dessus. Foden aussi, on sait que c'est un joueur, voilà, il s'énerve très souvent. Quand je dis il s'énerve, et je pense notamment aussi, le troisième que j'allais citer, c'est Dele Alli. Quand je dis que ce genre de joueur, il s'énerve, c'est pas juste il s'énerve sur un match. Tout le monde s'énerve sur un match de foot, on a vu plein des joueurs comme ça. Mais c'est vraiment, il manque de fair play de ouf. Par exemple, celui qu'on connaît le numéro 1 dans ça, c'est pas un anglais, c'est Vinicius Junior. Lui, c'est un autre délire encore, mais il y a Vinicius Junior. Mais ok, lui, c'est le seul. Vous allez pas me dire tous les Brésiliens, ils sont de la même façon, tous les Brésiliens, ils s'énervent directement. La preuve, chez nous, Beraldo, Marquinhos ou encore d'autres, Thiago Silva, quand ils étaient chez nous, de façon générale, c'était pas des mecs tout le temps à casser, on va dire, le délire, l'ambiance d'un match, le bon côté, on va dire, le côté bonne ambiance d'un match. Eux, c'est des joueurs, voilà, qui sont là, qui sont plutôt calmes, peut-être réservés un peu, je sais pas, mais qui ont pas ce côté un peu énervant, grinta un peu à la Vidal ou ce genre de joueurs. Non. Donc là, quand je vois ce genre de joueurs anglais justement qui ont ça, je me dis, est-ce que carrément, je sais que je vais aller un peu loin et j'aime pas faire ça habituellement parce que moi j'aime bien parler que du côté foot, mais quand même je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème même d'éducation en Angleterre de façon générale? Je parle pas d'éducation footballistique, mais d'éducation dans le comportement des jeunes enfants, des jeunes anglais, parce que là, c'est pas la première fois que je vois ça et je commence vraiment à me poser des questions, me dire pourquoi c'est tout le temps le même genre de joueurs qui arrivent. Et comme je l'ai dit, c'est des joueurs anglais. Pas tous, évidemment pas tous, faut pas en faire une généralité, mais il y en a quand même pas mal. Et vous me direz peut-être parfois, ok, en France aussi, il y a certains joueurs qui sont agressifs. Parfois, il y a des vidéos marrantes qui en sortent et tout, on s'en souvient. Quand voilà, il y avait le confinement et on entendait Dembélé insulter les arbitres, tout ça, quand il était au Barça. Ok, ça c'est une chose. Mais là, le fait de venir directement être frontalement agressif avec les joueurs, physiquement agressif avec les joueurs, tout le temps être là, vraiment les pousser fortement à chaque fois, être là et les regarder. Je pense encore une fois à Cole Palmer contre Fabian Ruiz, ça arrivait beaucoup de fois. Et par exemple, je parle précisément des Anglais parce que les Espagnols, c'est énervant aussi. Ok, ils sont là, ils font un peu de l'anti-jeu, le jeu de Barça à l'ancienne, l'Espagne 2010, tout ça. Ils essaient de gratter du temps de jeu. Ok, mais c'est leur façon de faire, c'est de la simulation. Ça, on n'aime pas, d'accord, ils jouent avec les règles, ils sont un peu vicieux. On rentre dans autre chose. Mais pour moi, on rentre pas dans l'éducation, on rentre pas dans un truc qui est fondamentalement mauvais de chez eux. Pareil, les Italiens, on les a vus. C'est un peu des vicelards, c'est un peu des mecs à l'ancienne. Les joueurs de l'Inter, de façon générale, tout ça, ok. Ils ont leur façon de faire un peu agressive. Ils jouent avec les limites, encore une fois. Mais c'est pas la même chose qu'avec les joueurs anglais. Les joueurs anglais, ils sont vraiment, pour moi, encore dans une case à part. Et ça rentre pas dans un truc de ah, mais ok, c'est rien, c'est du foot. Les gars, on est là juste, on est tellement à fond dans le match qu'on n'arrive pas à se concentrer sur autre chose. Non, les gars, vous êtes juste trop à fond et c'est un excès, mais un excès de comportement, un excès de colère, un excès de body language, ce que vous voulez. Hashtag compagnie d'ailleurs pour ceux qui comprendront avec Burnley. Mais
c'est pas un bon côté du football. C'est pas un bon côté, c'est pas un bon exemple. Il y a rien de. En fait, ça ressort un peu le pire de leur côté, le pire de ce qu'ils ont en eux. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, comme j'ai dit, peut-être que c'est un côté d'éducation. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Je m'en excuse pour ces joueurs alors dans ce cas-là. Mais voilà. J'aimais cette hypothèse parce que c'est pas la première fois que je le vois, comme je l'ai dit. Ça fait quand même plusieurs années. Je l'avais avec Dele Alli, avec Foden sur plusieurs matchs. Là, les joueurs que je vous cite, c'est vraiment des joueurs sur qui je parle en connaissance de cause. Je l'ai vu sur plusieurs matchs pour vous le dire. C'est pas des joueurs que je vous sors aléatoirement, sinon je vous serais sorti plein de, on va dire, bad boy comme ça anglais. Et encore, Foden, il est quand même bien apprécié là-bas. Je pourrais vous sortir Sancho, tout ça, mais lui, j'ai pas d'image de lui. Je parle vraiment de ces trois joueurs-là. Et comme je l'ai dit, il y a potentiellement Delap, mais comme c'est la première fois que je vois une action de lui où directement il est là à faire le nerveux, j'ai pas envie de le mettre dans cette case-là directement dès la première fois. Il y a aussi Colwill qui est un peu dedans, mais bon. Colwill, en fait, comme il sourit, je sais pas s'il est comme moi, genre c'est un sourire un peu nerveux, ou alors c'est vraiment juste c'est un mec chill, tout ça, où il est vraiment énervé. Donc pareil, j'ai pas envie de le mettre dans cette case-là, j'ai pas envie de le juger pour ce truc-là. Comme je l'ai dit, sinon, pour parler du match de façon générale, je trouve que le PSG, nous, en fait, c'est très difficile de parler de ce match-là, de parler, comme je vous l'ai dit, de parler du côté tactique de ce match-là, parce qu'il y en a pas eu, à mes yeux, il n'y a pas eu de côté tactique du côté du PSG. On a essayé de faire des choses, on n'a juste pas réussi, et c'est à cause de nous. Honnêtement, moi, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que c'est, même si faut comprendre quand même la nuance de ma question, est-ce que c'est Chelsea qui a gagné son match, ou alors c'est le PSG qui a perdu son match? Moi, je pense quand même que c'est le PSG qui a perdu son match parce que Chelsea, oui, vous me direz, hashtag analyse, si le PSG a perdu, c'est que Chelsea a gagné, d'accord, mais qui a été le plus dans la balance? C'est qui a le plus échoué ou réussi, justement? C'est ça la question. Et moi, je me dis, bon, Chelsea, ils ont joué leur jeu quelque part, ils ont réussi à proposer des choses, ils ont réussi à les appliquer, mais c'est surtout nous, je trouve, qui n'avons pas réussi. Et ça, c'est une chose, c'est peut-être la seule analyse pendant que je regardais le match, et j'ai réussi à me faire cette remarque, que peut-être dans les 10-15 dernières minutes du match, je me suis dit, le PSG, c'est l'une des premières fois, hormis le Bayern, et encore le Bayern quand même, on a réussi, mais c'est peut-être une des premières fois depuis le début d'année civile, depuis début 2025, que le PSG n'arrive pas à jouer son jeu. Parce que je vous explique. Le PSG, d'habitude, c'est nous qui jouons notre propre tactique, et c'est l'adversaire qui qu'il soit, est obligé de s'adapter à notre façon de jouer. Et nous, jamais on doit s'adapter à lui. On s'en fout. Vraiment, tu ramènes le Bayern, tu ramènes le Real, Arsenal, Inter. Je vais pas tous les citer encore une fois. Mais tu nous ramènes qui tu veux. Une vieille équipe de 3e division indienne. Une équipe qui joue au Mexique. Une équipe qui joue au Guatemala. Peu importe. On joue de la même façon. Nous, on n'a pas changé notre façon de jouer. On réussit pas. Les blocs bas, tout ça, on s'en rappelle contre Dunkerque quand on a joué contre en Coupe de France. D'autres équipes comme Reims, tout ça, c'est ennuyeux. Voilà, ok, il y a ce truc. Mais qu'on le veuille ou non, au final, nous, on joue de notre façon. On ne s'adapte pas à l'adversaire. Peut-être parfois, ça nous réussit plus, parfois un peu moins, on a plus de difficultés. Mais c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné depuis cette saison, en tout cas à minima. Et là, pour la première fois, comme je vous l'ai dit, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à le faire. C'est vraiment Chelsea qui a dicté son jeu. Là-dessus, encore une fois, respect, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des trucs où je suis là à clasher un peu Chelsea, voilà, je suis en train de me les faire et tout, parce que c'est drôle, ok, hashtag humour. Mais là, quand on parle sérieusement, Chelsea a des choses où vraiment, là-dessus, on peut rien leur dire, vraiment respect. Parce que faire ça contre le PSG actuel, c'est vraiment très, 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 très fort. Je pense pas que ça se reproduira, comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est une histoire de contexte, je l'avais dit notamment sur TikTok. Si on les rejoue en avril prochain, en mars prochain, en mai prochain, pendant les quarts de finale, pendant les huitièmes, demi, peu importe de Ligue des Champions, parce qu'on va pas les affronter, c'est pas sûr, en Ligue des Champions, mais en tout cas, on va jouer la Ligue des Champions et eux aussi. Donc si on les réaffronte, je suis sûr et certain que c'est pas de la même façon. Rien ne sera de la même façon. Vraiment, que ce soit le score, que ce soit dans le match, de façon générale, il y aura rien de pareil. Peut-être que eux, entre-temps, ils vont rehausser encore plus leur niveau, ils auront retrouvé encore plus d'automatisme avec certaines recrues. Joao Pedro qui, voilà, là, il fait des débuts vraiment en fanfare, c'est incroyable, tant mieux pour lui, 3 matchs, 3 buts. Mais de façon générale, et je parle de tous les joueurs de façon générale, quand ils auront vraiment trouvé le côté collectif de l'équipe, avec les Liam Delap qui viennent d'arriver, des joueurs qui vont partir comme Madueke, potentiellement Arsenal, Bino Gittens qui vient de venir du côté de Dortmund, tout ça, et potentiellement leurs gardiens s'ils prennent Robert Sanchez, tout ça. Cette équipe, j'en suis sûr que ils peuvent évoluer, ils peuvent devenir meilleurs, mais j'en suis sûr qu'ils vont pas nous faire la même chose. Même s'ils gagnent, je dis pas que, attention, ils peuvent pas gagner, mais ils vont pas nous faire la même chose. C'est impossible. C'est pas possible qu'ils nous fassent un match où ils sont au-dessus de nous à ce point et que nous, on soit en dessous à ce point de eux. Vraiment, en fait, même s'ils gagnent, je pense qu'il y aura quand même un truc où on se dit, ah, ça s'est joué un peu. Comme par exemple, Liverpool PSG. Quand on a joué contre eux, on s'est dit, bon, on a perdu le match, mais nous, on a fait le maximum, on a joué avec nos armes, ils ont joué avec leurs armes. Voilà, au final, le match, il était cloué. Je parle du match aller. Et au final, on n'avait rien à se reprocher. Au match retour, c'était Liverpool qui se tenait à absolument le même discours. Mais pour eux, ils se sont dit, bon les gars, on a joué avec nos armes. Ça s'est joué au tir au but.
Nous, on pouvait rien faire, on a fait notre maximum. On peut sortir la tête haute de cette compétition. Voilà. Et on n'a qu'à travailler plus pour la saison prochaine. C'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire. Mais bref, pour parler de Chelsea, là, quoi qu'il en soit, je pense que même s'ils deviennent meilleurs, ils pourront pas, comme je l'ai dit, que ce soit sur le score ou la domination du match, ils pourront pas faire autant. Pour moi, c'est impossible. Et comme je vous l'ai dit aussi, quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que Chelsea n'a pas joué autant de matchs que nous. Chelsea a eu plus de temps de repos. Chelsea, voilà, ils n'ont pas enchaîné autant, même si, ok, ils sont allés en finale de Conference League. Tous leurs joueurs, de façon générale, c'est pas la même chose que nous. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On a de la fatigue. Évidemment, c'est pas une excuse. Au final, vous avez gagné. Nous, on aurait pu se donner plus si, voilà, si on était des robots. Mais au final, vous avez gagné votre match. Ça, il n'y a rien à dire. Puisque pour moi, si on voulait sortir cette excuse, dès le début, Luis Enrique, il aurait dû montrer qu'il ne veut pas jouer ce tournoi-là. Il aurait dû aligner, vous voyez l'équipe qu'il a alignée contre Botafogo, justement le seul match qu'on a perdu de ce tournoi-là. Il aurait dû aligner la même équipe sur tous les matchs. Et si ça se passait comme ça, ok, là, on pourrait se dire, bon, c'est une équipe, on lui donne pas l'heure, on s'en fout, et là, on passe à autre chose. Là, c'est pas le cas, comme je vous l'ai dit. Et dernière chose, là, je viens d'y penser, on va un peu parler de tout ça de façon générale. Le côté catch et le niveau du goal. D'abord, je vais parler du niveau du goal. Frérot, tu joues à quoi? Robert Sanchez. À quel moment t'es bon comme ça? Et ça m'énerve parce que Robert Sanchez, j'en parlais justement. Moi, je trouve que c'est pas un bête de goal. C'est pas un goal. C'est même pas le meilleur de sa sélection. C'est pas normalement même le meilleur de son club. Donc c'est le meilleur quelque part de un peu nulle part. Des endroits où il est censé être à minima. Je parle même pas d'être le meilleur du championnat, meilleur de l'Europe, tout ça. On n'est même pas encore dans ce débat-là. Mais être le meilleur, ne serait-ce que de son club ou de sa sélection nationale, il n'arrive pas à le faire. Et là, le fait de voir qu'il sort un si gros match, en fait, je sais pas. Puisque Robert Sanchez, moi, je trouve que c'est un bon goal. C'est un goal actuellement, en tout cas, moyen bon. De façon générale, je parle pas que sur ce match-là. C'est un goal moyen bon. Mais s'il jouait, par exemple, 20 ans, 30 ans en arrière, ce genre de goal, on aurait dit, ah, mais c'est un très bon goal, excellent goal, je m'en souviens, il a gagné la Coupe du Monde, ce genre de choses. C'est un exemple, on est dans un RP, mais comprenez bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu être facilement titulaire de l'équipe d'Espagne, ce genre de choses, et ce serait passé vraiment crème, parce qu'il a un niveau, en fait, vraiment d'un joueur, d'un gardien classique, un peu à l'ancienne. Il n'arrive pas à récupérer tous ses ballons, il n'est pas assez serein. C'est, par exemple, par rapport à Donnarumma, il n'y a aucune discussion. Ce mec-là, s'il était au PSG, il serait jamais numéro 1. Il serait, peut-être même qu'il serait en discussion avec Savonov et que Savonov, beaucoup le mettrait devant lui. Et ça, je le pense sérieusement. Même Tenas, en vrai, même Tenas, il y aurait discussion. Mais voilà, c'est pour vous dire que Robert Sanchez, c'est pas le meilleur goal qui soit. Et là, encore une fois, on sait pas comment ça se fait avec le PSG. Il sort un gros match. Il y a eu le gardien d'Auxerre qui fait ça. Il y a eu Alisson qui fait ça. Et là, j'en oublie d'autres, évidemment. Il y a plein d'autres goals qui ont sorti des bêtes de match contre nous. Et là, encore une fois, t'as un goal sur cette saison qui nous sort un gros match. Je comprends pas pourquoi. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est plus le côté, c'est plus à cause du PSG que grâce à Chelsea et grâce à son goal, tout ça. Parce que nous, il y a beaucoup de frappes molles qu'on a faites. Il y a beaucoup de frappes pas cadrées. Il y a beaucoup de frappes. On n'a pas tenté. On n'est pas allé au bout de nos actions. On aurait dû le faire. Forcément, quand tu fais ça derrière, tu le payes cash. Donc là-dessus, c'était à nous de mieux se gérer, de mieux faire les choses pour que ce soit pas ça le résultat, pour que les choses se passent autrement, pour que les choses soient meilleures. Après, encore une fois, là, je vais parler d'une dernière chose. C'est Kukureya, on va dire le côté un peu UFC, MMA de ce match-là, Cole Palmer. Je pense surtout à Kukureya, mais il y a forcément certains que j'oublie, Pedro Neto. Voilà, de façon générale, vous voyez, je pense que je veux dire. Le côté un peu catch de ce match, c'est pour ça que je l'ai surnommé Hollywood, parce que là, waouh. Déjà, non seulement parce que ça se passe au States, tout ça, mais en plus parce qu'il y a le côté un peu simulation, acteur, on est là, on fait des choses. Et d'ailleurs, je vais parler de ça parce que voilà, on l'a vu sur ce match-là, les gars, vous étiez beaucoup là à en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Au bout d'un moment, c'est pas on n'est pas à la Commedia dell'arte. On n'est pas là, vous n'êtes pas là à jouer une pièce de théâtre. Non, vous êtes là, vous devez. Ok, peut-être vous avez un scénario dans le sens où vous devez jouer une tactique et que vous devez l'appliquer au maximum, mais faire autant de simulations, c'est plus du foot. On est dans autre chose. C'est du spectacle, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas du football. C'est pas, on n'est pas dans un truc qu'on kiffe, en tout cas nous. Notamment pour revenir sur l'action où João Neves à la fin se fait exclure parce qu'il est en train de tirer les cheveux de Cucurella. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En vrai, moi, à mes yeux, je trouve que moi, j'aurais pas mis carton rouge, mais bon, je suis pas arbitre, donc en vrai, ça me regarde et je comprends si l'arbitre il met faute, il y a pas de problème. D'ailleurs, l'arbitre sur le match, globalement, on a beaucoup plus été favorisé que Chelsea l'a été. Donc là-dessus, je peux même pas critiquer l'arbitre. Lui, il a bien fait son job de façon générale, il y a rien à dire. Mais je trouve que justement, là-dessus, il a fait une petite erreur. Si João Neves prend son carton rouge, ce qui est tout à fait normal en soi, comme je l'ai dit, je suis pas forcément d'accord, mais s'il le met, il y a aucune galère, il y a pas à discuter. Il est censé aussi mettre au moins un carton jaune à ce moment-là. Il me semble qu'il en a déjà un, mais au moins un carton jaune à Cucurella. Parce que Cucurella, sur l'action,
il met un coup d'épaule à João Neves, ensuite il repart dans sa zone. Et à partir de ce moment, João Neves, c'est un être humain, il s'énerve. J'imagine que ça arrivait plusieurs fois dans le match. On connaît Cucurella pour son caractère, notamment voilà depuis l'Euro et même de façon générale. Derrière, João Neves s'énerve, il tire une mèche des cheveux de Cucurella. Cucurella derrière, voilà, il se met à faire sa scène, il se met à se mettre au sol et tout, comme si on lui avait, je sais pas, brûlé les cheveux ou j'en sais rien. Bref, sur cette action, j'ai pas compris. Cucurella, pour moi, il mérite une sanction tout autant que João Neves. Comme je l'ai dit, João Neves, il sort, il y a aucune discussion là-dessus. Il a fait une erreur, manque de professionnalisme là-dessus, il a pas réussi à se gérer mentalement, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, de toute façon, cette compétition, moi, c'est pas grave, vraiment, c'est pas la plus importante du tout. Mais il aurait pu se gérer. Mais voilà, sur ce truc-là, c'est dommage quand même qu'on manque un peu de professionnalisme, qu'on n'en sort pas la tête haute. Le seul peut-être qui a montré un peu de tout ça, c'est peut-être un peu les Donnarumma, Marquinhos à certains moments, Dembélé. C'est vraiment des mecs qui ont montré quelque chose. Et notamment, j'ai bien aimé aussi les changements, enfin les rentres, les joueurs qui sont rentrés comme Ramos et comme Barcola qui ont vraiment montré à fond qu'ils étaient là. Les mecs, ils ont pas lâché du tout. Ramos, ça c'est un truc que je kiffe de ouf. C'est pour ça ce mec, faut pas le vendre. Ce mec, il est tout le temps là, il a tout le temps la dalle, tout le temps. En fait, je sais pas comment il fait. Il vit dans un monde des bisounours. Quoi qu'il en soit, peu importe le scénario du match, ce mec, il arrive toujours à garder la tête haute et se dire, venez les gars, on attaque à fond, on défend, ok, on prend la balle, on presse. Vraiment, tout le temps, je le vois, il a énormément d'envie. Des joueurs comme Dembélé, c'est normal, il est là sur le terrain. Marquinhos, c'est le capitaine. Donnarumma, c'est le vice-capitaine. Eux, il n'y a aucune discussion. En soi, c'est normal, je trouve. Mais un mec comme Ramos, ça m'étonne de lui. Vraiment, ça m'étonne par rapport à son statut, par rapport... Voilà, on pourrait se dire, bon, hein, moi, si j'étais à sa place, par exemple, je pourrais me dire, bon, ok, t'es dans une des meilleures équipes du monde, mais voilà, est-ce que mon profil il colle vraiment au PSG? Tu pourrais penser à 10 000 choses, même le fait que par exemple un de ses amis justement de l'équipe nationale soit décédé récemment, c'est plein de petites choses qui peuvent rentrer dans ta tête et se dire, est-ce qu'en vrai il est dans un bon état actuellement? Et on voit qu'en fait, il l'est toujours. En vrai, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Mais ça, c'est quelque chose vraiment à dire. C'est bravo à lui. En tout cas, c'est grandiose. Bref, maintenant, ce qui nous attend, nous, le PSG, de façon générale, pour la suite, c'est bien se reposer. Puisque là, comme on dit, bien manger, bien dormir, comme dirait Mbappé. Là, vraiment, c'est ce qu'il y a à faire. Pendant 3-4 semaines, on n'a pas de match. Tant mieux. Faut se reposer On va reprendre l'entraînement une semaine à peu près avant le match de Supercoupe contre Tottenham. D'ici là, comme je l'ai dit, faut bien se reposer. Moi, vous ferai certaines vidéos. Je pense que je vais faire une vidéo, on va dire un peu, où je juge, j'attribue une note à chaque joueur de l'équipe. Et on va faire poste par poste de tous les joueurs qui étaient là. Donc même les joueurs comme Yoram Zag, Asensio, quand il était là à certains moments, on va essayer de tous les noter un à un. Et je pense que ça et les vidéos mercato, ce sera les seuls. Et d'ici là, moi-même, après, je ferai une pause. Parce que, à part si je vois, il y a un sujet à traiter sur l'actualité ou des matchs de façon générale, pourquoi pas en vrai l'Euro féminin si je m'y mets. Je vous promets rien là-dessus, mais on verra. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine. Salut. Et on garde la tête haute. PSG, pas PSG, victoire, pas victoire. On garde la tête haute. On est fiers de notre saison. Ça, quoi qu'il en soit, j'en ferai une vidéo à part. Salut.